Donner la vie, c'est sans doute la plus belle chose au monde. Mais comment ceci se déroule-t-il? C'est l'objet de cette animation qui va nous permettre de comprendre la physiologie, c'est-à-dire le mécanisme de la reproduction humaine. Tout d'abord, approchons-nous de l'appareil sexuel et génital de l'homme. Les différentes couleurs nous indiquent les organes essentiels à cette reproduction. En jaune, les conduits qui transportent le sperme, c'est-à-dire le liquide qui contient les spermatozoïdes, et ceci à partir des testicules en rose, jusqu'aux glandes séminales en bleu. Ce sont de petits sacs situés au-dessus de la prostate en marron et qui permettent de mettre en réserve les spermatozoïdes avant leur émission par l'urètre. Introduisons-nous à l'intérieur d'un testicule. Le testicule contient des canalicules en violet foncé. Ce sont les tubes séminifères où sont élaborés les spermatozoïdes. Ces tubes sont réunis en un réseau de canaux, le rététestis. Ils transportent les spermatozoïdes jusqu'à l'épididyme qui emmagasine ces spermatozoïdes, puis jusqu'aux vésicules séminales et l'urètre. Approchons-nous de ces tubes séminifères qui contiennent les cellules de Sertoli. Elles assurent la spermatogenèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes. Pour pénétrer à l'intérieur d'un tube séminifère, nous allons le découper à l'aide d'une lame de verre. Nous découvrons les spermatozoïdes grossis des milliers de fois. Les voici, en attente, prêts à partir pour féconder l'ovule. Ils sont des millions. Ici, nous en voyons seulement quelques centaines. Un très grand nombre d'entre eux sont prêts et disposés à voyager à travers les canaux que nous avons vus précédemment en couleur jaune, les voies spermatiques. Ce voyage va se faire jusqu'à l'urètre, c'est-à-dire l'extrémité de la verge, où ils seront propulsés, comme nous allons le voir maintenant. Ceci est une éjaculation de spermatozoïdes. Les gouttes de sperme pénètrent en direction du col de l'utérus, puis, comme nous le constatons sur cette animation, jusqu'à l'intérieur de l'utérus lui-même. Le sperme, maintenant à l'intérieur de la cavité utérine, doit prendre la direction de l'extrémité de la trompe de Fallope, où va se faire, normalement, la rencontre avec l'ovule provenant des ovaires. Nous avons matérialisé, à l'aide d'une petite lumière, le trajet des spermatozoïdes à l'intérieur de la trompe utérine que nous voyons ici en transparence. Nous retrouvons nos spermatozoïdes bien décidés à partir à la conquête de l'ovule. Ils ne sont pas arrivés au bout de leur peine. En effet, un peu plus loin, quelques mastocytes vont freiner leur ardeur. Certains d'entre eux vont devoir mourir. C'est le prix à payer pour que leurs frères puissent féconder l'ovule. Pendant ce temps, le pavillon de la trompe de Fallope, à l'aide de mouvements alternatifs, facilite l'aspiration de l'ovule qui vient d'être émis par l'ovaire. Approchons-nous cette fois-ci de l'ovaire, de plus près encore. Nous assistons en direct à l'émission de l'ovule par l'ovaire. Ceci se fait à la manière d'un feu d'artifice. L'ovule est projeté à l'extérieur de l'ovaire. Il est accompagné par de nombreuses cellules qui ne servent plus à rien maintenant. Dès cet instant, l'ovule est seul en face de sa destinée. Soit il est définitivement perdu dans l'abdomen, soit, comme c'est le cas ici, il est aspiré par la trompe qui a fait convenablement son travail. Si tout se déroule normalement, l'ovule continue son parcours à l'intérieur de la trompe de Fallope à la rencontre des spermatozoïdes qui a lieu dans le tiers externe de la trompe. C'est à cet endroit que va se produire la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. S'ils sont plusieurs millions au départ, très peu d'entre eux seront au rendez-vous, et parmi ceux-ci, seulement un seul finira par pénétrer à l'intérieur de l'ovule. Les autres seront irrémédiablement éliminés. Nous assistons ici à la pénétration d'un seul spermatozoïde à l'intérieur de la corona radiata en marron, c'est-à-dire la couronne périphérique de l'ovule. Les autres spermatozoïdes, comme nous l'avons vu, sont inutiles et d'ailleurs, l'ovule refuse d'en laisser pénétrer plus d'un, ce qui produirait des aberrations chromosomiques chez le futur bébé. Le spermatozoïde continue sa progression vers le centre de l'ovule où se trouve le noyau de celui-ci. En cours de route, il va perdre sa queue qui ne lui sert plus à rien. Une fois arrivé au sein de l'ovocyte, le spermatozoïde perd la capsule qui entoure sa tête, l'acrosome. Ceci libère son noyau qui contient le génome, c'est-à-dire le matériel génétique, support de l'hérédité. Nous venons de voir que la tête du spermatozoïde
se transforme en corpuscule allongé, le pronucléus mâle, qui s'accole au noyau de l'ovule ou pronucléus femelle. Dans chaque pronucléus se trouvent 23 chromosomes que nous voyons ici et qui contiennent les gènes de l'hérédité. Nous assistons maintenant à la mitose, autrement dit, le processus de division des cellules qui aboutit chez l'être humain à la formation de deux cellules filles identiques à la cellule mère. Ce processus permet d'obtenir deux noyaux, qui seront à l'origine de deux nouvelles cellules, puis de 4 cellules, de 8 cellules, de 16 cellules. Cette multiplication cellulaire va permettre d'obtenir un blastocyte, préfiguration du futur embryon. Nous sommes à ce moment-là entre le 5e et le 7e jour après la fécondation. La couche externe du trophoblaste va donner le placenta et la couche centrale, le bouton embryonnaire qui sera l'embryon proprement dit et que nous voyons ici à l'intérieur de la cavité à son pôle supérieur. Le trophoblaste a déjà commencé son voyage en direction de la muqueuse de l'utérus, c'est-à-dire de la couche de cellules qui tapissent l'intérieur de cet organe. Cette partie de l'animation nous permet de mieux visualiser le trajet parcouru par le trophoblaste le long de la trompe de Fallope jusqu'à l'intérieur de l'utérus où a lieu son implantation et où il va pouvoir se développer. Nous allons maintenant, à notre tour, à la manière d'un avion, survoler la muqueuse de l'utérus de façon à mieux visualiser la pénétration du trophoblaste à l'intérieur de la paroi de l'utérus. Progressivement, le trophoblaste s'enfonce dans la muqueuse utérine, grâce à une sécrétion d'enzymes. Nous assistons également à la création de nouveaux vaisseaux, ce qui permet au bouton embryonnaire, donc au futur embryon, de se développer. Nous sommes maintenant entre le 8e et le 9e jour. Voici maintenant, vu de l'intérieur du trophoblaste, les différentes étapes de transformation du bouton embryonnaire. Aux environs du 10e jour, l'embryon est constitué de 3 feuillets, l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. C'est à partir de ces 3 feuillets que vont se constituer tous les organes et les systèmes du corps humain. L'ectoderme va donner le système nerveux et l'épiderme, l'endoderme donne la muqueuse, les glandes, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire et la vessie, et le mésoderme donne le squelette, les muscles, le tissu conjonctif, le système circulatoire et lymphatique, et les organes génitaux et urinaires entre autres. Progressivement, l'embryon se dessine par des allongements et des flexions. Il s'agit de l'applicature embryonnaire. Nous sommes maintenant au 40e jour de grossesse. L'embryon est gros comme un grain de blé. Il comporte déjà un cœur qui bat. Nous voyons ici un embryon d'1 mois et demi. Les membres commencent à apparaître nettement et les doigts vont progressivement se constituer. On aperçoit également, par transparence, le système circulatoire de l'embryon. La vésicule vitelline qui ressemble à une petite sphère grise. L'ensemble, embryon et vésicule vitelline, sont englobés dans l'amnios, qui contient le liquide amniotique. Nous voyons également le cordon ombilical qui relie l'embryon au placenta en rouge. Dans quelques semaines, l'embryon deviendra un fœtus. Il ne sera pas encore viable, mais constituera un espoir merveilleux pour le papa et la maman qui l'ont tant espéré. Ils pourront enfin l'observer grâce aux procédés échographiques qui permettront peut-être de déceler d'éventuelles malformations.